Bonjour à toutes et tous, c'est Elsker. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième point d'étape de Parlons Constitution. Alors commençons tout de suite. Lors du premier épisode, nous avons parlé de la Constitution. Doit-elle être écrite ou pas écrite, donc coutumière? Et nous avions dit que la Constitution écrite était plus claire, plus accessible et permet d'encadrer, de stabiliser et de contrôler le pouvoir, bien plus qu'une constitution coutumière. Même si, bien évidemment, les coutumes et conventions constitutionnelles existent toujours et sont souvent nécessaires pour s'adapter. Dans les épisodes 2 et 3, nous allons parler de la société. De pourquoi faire société et de quelle société? Alors, pour rappel, la société est un groupe organisé d'êtres humains ayant établi des relations durables vivant sous des lois communes, autour d'institutions communes et partageant une même culture, les mêmes normes, mœurs, valeurs, etc. On avait vu une typologie, la typologie d'Hellman Rogers Service, de différentes sociétés, la bande, la tribu, la chefferie et l'État. Alors, ces sociétés sont de différentes tailles, avec des divisions économiques et sociales différentes, et une centralisation politique variable. Bon, on a parlé d'autres choses, mais je vous invite à aller voir les épisodes, bien évidemment, pour plus de détails. Et l'épisode d'après, du coup, on avait parlé de réellement pourquoi faire société, et j'en avais conclu faire société pour son propre bonheur et le bonheur de chacun. À l'état de nature, il y a un homme égoïste, partagé entre passion et raison. Il est ni bon ni mauvais. Il peut donc être bon comme mauvais, ou ni bon ni mauvais, un peu entre les deux, quoi, plus ou moins bon, plus ou moins mauvais. Et donc, il faut faire société pour augmenter ses gains, partager les tâches, mutualiser les pertes, mieux se défendre, se porter mutuellement assistance. Et donc, l'État est préférable aux autres types de sociétés. Pourquoi? Pour garder la complexité technologique. Même si, bien évidemment, je ne m'oppose pas à ce qu'il y ait d'autres types de sociétés, mais actuellement, en raison de la démographie et du confort, de l'habitude, de l'intérêt que ça a pour nous tous d'avoir des technologies diverses, je préfère l'État. On a ensuite commencé à parler de la souveraineté. Et il y a eu 3 épisodes total sur la souveraineté, le premier parlant de souveraineté nationale, souveraineté populaire, quel type de souveraineté en réalité? J'avais dit, après avoir présenté différents types de souveraineté et différents arguments, que la souveraineté devrait être nationale. Pourquoi? Car la volonté générale, ce n'est ni la somme des intérêts particuliers, ni l'intérêt du peuple. La volonté générale, c'est la volonté de la nation. Je vous invite à aller voir la vidéo pour une définition plus précise de la nation qui prend notamment également en compte les intérêts des générations futures, et pas seulement les intérêts du peuple présent. La souveraineté nationale également n'implique pas nécessairement le suffrage universel, le tirage au sort, le référendum ou le mandat impératif, comme c'est le cas pour la démocratie, la souveraineté populaire. Elle implique en réalité la recherche du bien commun, la mise en œuvre de la volonté générale, et du coup une possibilité de remise en cause des institutions. Ce qui est nécessaire pour pouvoir à la fois s'adapter aux circonstances et aussi pour remettre en cause ces institutions, pour les améliorer, tout simplement pour les améliorer. Ensuite, j'ai fait un épisode sur l'indivisibilité, l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité de la souveraineté, en disant, pour résumer, que la souveraineté est indivisible et imprescriptible par définition, donc c'est dans sa nature d'être ainsi, mais qu'elle n'est pas forcément inaliénable. Par exemple, si le souverain est mortel, si c'est un roi, pas un roi qui tirerait sa souveraineté, qui serait délégué de Dieu, Dieu étant le seul souverain, mais plutôt un roi ou une petite oligarchie, un petit groupe de personnes, voire, dans un certain sens, le peuple, mais je l'ai discuté, et en réalité pas vraiment,
Bref, toute personne, toute souveraineté, tout souverain qui change par hérédité, qui du coup donne, en quelque sorte, lègue sa souveraineté à ses successeurs. Donc elle est inaliénable seulement si le souverain est immortel. Donc nation, Dieu, même le peuple dans un certain sens, si on prend le peuple comme ensemble des personnes vivant actuellement et non comme les personnes elles-mêmes. Dans le cas de la souveraineté nationale, donc 3e épisode sur la souveraineté, la Constitution est représentative de la volonté de la nation. Et elle prévoit entre autres les procédures de désignation des représentants de la nation, ainsi que leurs compétences et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'État. Les délégataires de la souveraineté ont une légitimité légale rationnelle. Tout ça pour dire que le seul moyen pour la nation d'exprimer sa souveraineté, c'est par délégation, puisque la nation, c'est une entité abstraite, immortelle, et qui du coup ne peut pas exercer directement la souveraineté. Ensuite, j'ai parlé de la séparation des pouvoirs. Il faut séparer les pouvoirs de manière à ce que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, le pouvoir arrête le pouvoir, citation de Montesquieu. L'idée d'empêchement mutuel, d'une balance des pouvoirs, un équilibre entre les pouvoirs. Il faut séparer les pouvoirs de telle manière à ce qu'aucun pouvoir ne puisse abuser de ses pouvoirs, justement, que la Constitution soit respectée et que le régime soit stable, qu'il n'y ait donc pas de blocage. Une séparation absolument stricte ou une profusion d'organes conduit à un blocage des institutions. Profusion d'organes, si par exemple on divise le pouvoir législatif en de très nombreuses chambres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand on arrive à des chiffres importants, si ces chambres doivent décider ensemble et être tout le temps d'accord, ça bloque. Il y a un blocage des institutions. Et ce blocage ne peut se résoudre, que ce soit dans le cas d'une séparation trop stricte ou d'une profusion d'organes, que par la prédominance d'un organe sur les autres ou par un coup d'État. À l'inverse, une séparation absolument souple peut conduire à une confusion des pouvoirs en un seul organe, ce seul organe devenant en quelque sorte le souverain. Et le pouvoir ne pourra plus arrêter le pouvoir. Il faut donc trouver un équilibre entre séparation et relation entre les pouvoirs en fonction des compétences et des rôles de chaque pouvoir, mais aussi en fonction du contexte social et politique. Et tout ceci, du coup, trouver cet équilibre dépendra de la suite de la série. Un petit schéma récapitulatif, la nation délègue à différents pouvoirs qui ont des relations entre eux, plus ou moins fortes, plus ou moins marquées, plus ou moins de relations, qui font qu'ils vont s'arrêter mutuellement, empêchement mutuel. Ainsi, ils ne peuvent pas contrevenir, en tout cas ne pas respecter la Constitution est alors respectée et la nation reste souveraine. Pour résumer ce point d'étape, la Constitution doit être écrite pour la clarté, la stabilité et le contrôle du pouvoir. La société doit être un État qui permet à tous de rechercher le bonheur, objectif de tous et de chacun. Le bonheur, bien sûr. La nation est seule souveraine de cet État. Elle exerce sa souveraineté par délégation à des représentants. Et la séparation des pouvoirs est nécessaire, mais doit être proportionnée. Merci à tous d'avoir suivi ce point d'étape. On se retrouve dans d'autres épisodes, d'autres points d'étape si vous suivez que les points d'étape. Merci encore et à bientôt.